Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors à la fin de la vidéo de la semaine dernière, je vous disais, pour ceux qui êtes allés jusqu'au bout, que j'aurais peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Et en définitive, je n'ai pas du tout de nouvelles à vous annoncer aujourd'hui, pas parce que la réponse a été défavorable, mais tout simplement parce que je n'ai pas été tenue au courant. Il y a eu un petit contretemps. Et cette annonce, si jamais annonce il y a, sera repoussée à la semaine prochaine. Mais continuez à croiser les doigts très fort pour moi parce que du coup ça risque de me changer beaucoup de choses et vous-même en tant que spectateur en serez peut-être impacté. Quoi qu'il en soit, assez de mystère, arrêtons de parler de tout cela. Je vous retrouve pour un update lecture. Je vais donc aujourd'hui revenir en détail sur mes 4 derniers livres lus. Je vous donnerai donc mon avis sur le premier tome de la série Lady Helen. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé de La Cité de l'Oubli. Je vous parlerai ensuite d'un roman d'aventure ou presque. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur The Gravity of Us. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le premier tome de la série Lady Helen, écrit par Alison Goodman et sorti aux éditions Gallimard. Ce livre, c'était le tout dernier livre de ma pile à lire automnale qu'il me restait à lire et croyez-moi que de manière tout à fait innocente, j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque j'ai ressenti un joli coup de cœur à la lecture de ce livre. Dans cette histoire qui se passe à Londres pendant la Régence, on fait la connaissance de Lady Helen qui vit chez son oncle et sa tante depuis le décès de ses parents lorsqu'elle était enfant. Elle s'apprête à entamer sa première saison, donc à vivre une succession de bals et de réceptions dans le but de se trouver un mari, mais voilà que son quotidien va être un petit peu chamboulé lorsqu'elle va commencer à découvrir qu'elle possède des aptitudes assez inhabituelles. En parallèle, elle va faire la connaissance de Lord Carlston, qui est un cousin assez éloigné de la famille, qui possède une très mauvaise réputation puisqu'il aurait prétendument assassiné sa première épouse et il semble rechercher constamment sa présence. Que lui veut-il? On le découvrira à la lecture de ce livre. Alors j'ai lu ce livre en lecture commune avec ma copine Bénédicte du blog Un Monde Livresque et c'est vrai qu'avant de débuter ma lecture, j'ai eu l'occasion de lire pas mal de chroniques sur la blogo et de voir pas mal de commentaires passer. Et les commentaires qui revenaient le plus souvent parlaient surtout du fait que ce livre souffre de longueur. Du coup, je savais à peu près dans quoi j'allais mettre les pieds et ce qu'il faut savoir avant de débuter cette lecture, c'est que ce livre est un habile mélange de deux genres littéraires que j'apprécie beaucoup, le genre historique et le genre fantastique. Personnellement, je trouve que ces deux genres s'entremêlent à merveille. Maintenant, je peux comprendre les personnes qui disent que ce livre souffre de longueur parce que si ces personnes-là s'attendent à avoir un récit uniquement fantastique et un concentré d'action, clairement ce n'est pas le cas. Il faut savoir que le genre historique, pour sa part, est toujours plus lent à démarrer. Comme j'ai pu vous le dire, cette histoire se passe sous la Régence et Alison Goodman, l'auteur, est une véritable passionnée de cette période historique. Elle s'est d'ailleurs énormément documentée et nous offre un récit qui est parsemé de personnages qui ont réellement existé, qui est parsemé d'une foultitude de petits détails qui ne sont pas anodins, comme des titres de journaux d'époque, des us et coutumes qui existaient réellement, le nom des danses, enfin, des usages, des convenances, tout ce genre de choses, et ça m'a vraiment passionnée. J'ai adoré tous les personnages de cette histoire, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment un talent fou pour pouvoir nous les brosser. Alors évidemment Lady Helen c'est celle qui a ma préférence, c'est loin d'être une petite écervelée, elle est particulièrement vive et intelligente, elle possède un esprit de déduction assez remarquable et elle se démarque vraiment par sa loyauté, que ce soit envers les membres de sa famille ou de ses amis. Je vous ai parlé de l'aspect historique de cette histoire, mais l'aspect fantastique est également très intéressant. Il faut savoir que l'auteur a inventé une mythologie qui lui est propre, qui est absolument palpitante, qui est auréolée de mystère et elle a fait de ce récit vraiment quelque chose de grandiose. Ça reste quand même un tome assez introductif et je vous avoue que je trépigne littéralement d'impatience à l'idée de me pencher sur le tome 2 que je ne possède pas encore, mais je pense que je posséderai bientôt parce que il me tarde vraiment de découvrir la suite des aventures de Lady Helen. J'ai l'impression qu'on a juste survolé la partie émergée de l'iceberg. Il doit me rester certainement tant de choses à découvrir
Et voilà, un beau coup de cœur pour ce récit. Je passe maintenant au livre La Cité de l'Oubli, écrit par Sharon Cameron. Donc il faut savoir que les éditions Nathan m'ont sollicité il y a plusieurs mois de ça pour me proposer un partenariat. Ils m'ont soumis leur catalogue de publications et j'ai été amenée à choisir plusieurs ouvrages. Ils m'en ont notamment envoyé 3. Tous les 12 ans, il y a un mystérieux phénomène qui s'abat sur la ville de Canaan, c'est-à-dire que tous les 12 ans, tous les habitants oublient tout de leur vie, de leur identité, ils ne se souviennent de rien. C'est la raison pour laquelle chacun tient une espèce de journal intime dans lequel ils notent tous leurs faits et gestes, qui ils sont, avec qui ils ont conversé, ce qu'ils font comme métier, les membres de leur famille, ce genre de choses, afin d'avoir toujours une trace écrite de leur identité pour pouvoir faire face au prochain oubli. Et Nadia, c'est une adolescente et c'est la seule apparemment à n'avoir jamais rien oublié, et à l'approche du nouvel oubli, elle n'en a encore parlé à personne. Alors j'ai eu un petit peu peur en débutant ma lecture parce que j'ai pas accroché immédiatement, je me suis demandé si ce livre allait vraiment me plaire, et il a fallu attendre une bonne 60aine de pages avant que je sois pleinement intéressée par ce que je lisais. Pourtant, la plume de l'auteur est fluide et agréable à suivre, mais on était peut-être à mon goût un peu trop plongé directement dans le vif du sujet. Je me suis retrouvée un peu noyée dans le grand bain, je me suis dit oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là? Il faut dire que Canaan, c'est une ville un peu déroutante, elle est assez désuète. Ici, la technologie et le progrès n'existent pas, les gens vivent de leur récolte. Et le système de gouvernement est assez injuste, voire même dictatorial. Donc même si ça s'est pas fait en une fois, même si ça s'est pas fait immédiatement, je suis tout de même tombée sous le charme de cet univers assez étrange, assez hors du temps, où tout le monde se trimballe avec son livre autour de la taille ou autour du cou. J'ai particulièrement apprécié l'héroïne qui s'appelle Nadia. Elle est assez mutique. Donc c'est-à-dire qu'elle parle très peu, et lorsqu'elle parle c'est vraiment pas pour ne rien dire, et j'apprécie particulièrement ce genre de personne. Elle est perspicace, elle est intelligente et surtout elle est courageuse. Elle n'hésite pas à se mettre en danger pour obtenir par exemple des réponses à ses questions. Et dans son entourage proche, on va découvrir Gray, qui est un adolescent de son âge, qui est fortement intéressé par la jeune fille et qui ne va pas hésiter lui aussi à se mettre en danger pour pouvoir lui venir en aide. J'ai particulièrement aimé la deuxième partie de l'histoire parce que c'est là où les événements se précipitent. On assiste à une véritable course contre la montre à l'approche du nouvel oubli, et j'ai senti mon cœur se serrer à plusieurs reprises parce que l'auteur ménageait vraiment son suspense, et il y avait beaucoup de tension dans ce que je lisais, beaucoup de mystère également. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de comprendre, et j'attendais à ce que ce soit le premier tome d'une nouvelle série, et en fait en lisant la dernière page je me suis rendu compte que c'était un one shot, et là je me suis dit ouais c'est trop bien, parce que si vous saviez à quel point c'est rare de lire des one shots, la fin se suffit à elle-même, elle est juste parfaite, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc voilà, en résumé, ça a été vraiment une bonne lecture à laquelle je mets un 4 sur 5. Même si j'ai eu un peu de mal à prendre le train en marche, et j'ai quand même réussi à le prendre, ce train, et j'ai vraiment apprécié le voyage. J'ai ensuite lu un livre pour la jeunesse assez surprenant, ça s'appelle Un roman d'aventure ou presque, c'est écrit par Yael Hassan et ce livre m'a été envoyé par la maison d'édition Syros. Dans cette histoire, on rencontre Nathan qui était journaliste mais vient de se faire licencier, et comme il va avoir pas mal de temps libre, il va décider de le mettre à profit pour réaliser sa première passion, son rêve de toujours, qui est d'écrire un roman d'aventure pour les plus jeunes. Alors comme l'indique le titre et la couverture, on est face à un roman assez atypique et décalé, puisque dans ce livre ce n'est pas seulement une histoire mais deux histoires que l'on va découvrir, puisqu'il y a l'histoire de Nathan qui est racontée par Yael Hassan, mais que Nathan lui-même raconte l'histoire qu'il est en train d'inventer au fur et à mesure. Et dans cette histoire, on va avoir énormément de ses réflexions, c'est-à-dire que tous les 3 ou 4 paragraphes, Nathan va y aller de son petit commentaire sur ses personnages ou sur ce qu'il est en train de penser. Donc c'est assez déroutant au début, je vous le cache pas, j'ai trouvé ça très étrange, mais ça a également un charme fou. Alors je ne suis pas en train de vous dire que j'apprécierais lire constamment des livres de cet acabit, mais pour le coup cette surprise assez déconcertante m'a bien plu.
J'ai été particulièrement sensible à la belle complicité qui va s'installer entre Nathan et son fils, puisque le fils de Nathan va lui servir de bêta-lecteur avec son regard d'adolescent. Il va se faire un plaisir de lui donner son avis sur la progression du récit et la direction que selon lui il devrait prendre. Et petit clin d'œil supplémentaire, Nathan va intégrer son fils comme personnage dans sa fiction. Donc c'est un joli hommage à mon sens et j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Maintenant, il faut dire ce qui est, l'histoire inventée par Nathan ne vole pas particulièrement haut. Il faut dire que ça reste un premier récit, un premier jet. Parfois ça lui arrive de digresser dans les réflexions qu'il nous fait ou de revenir en arrière parce qu'il a oublié certains éléments clés de l'intrigue. Enfin voilà, à certains moments ça fait un petit peu fouillis, je pense que ça participe au charme de l'ensemble, mais c'est vrai que ça va que ce récit est court. Si ça avait été comme ça sur 500 pages, j'aurais peut-être trouvé le temps long à un moment donné. En l'occurrence, j'ai tout de même passé un agréable moment en compagnie de ce roman qui fait vraiment l'apologie du travail d'écriture, et je mets à ce livre la note de 3 sur 5. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas seulement eu un coup de cœur, j'en ai eu un second, et le second va pour le quatrième et dernier tome de la série Elements, écrit par Brittany Cherry, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. J'ai envie de vous dire que ce coup de cœur était très prévisible étant donné que j'ai déjà eu un coup de cœur à la fois pour le tome 1 et pour le tome 3, et que même si le tome 2 n'a pas été un coup de cœur, je l'ai quand même adoré. On fait la connaissance de Lucie qui a perdu sa mère lorsqu'elle était enfant, mais qui peut se raccrocher à l'amour qu'elle voue à sa sœur aînée, sachant qu'elle a deux sœurs aînées et qu'elle n'est par contre pas très proche de la plus âgée des deux. Et de l'autre côté, on a Graham qui est un écrivain très connu qui vient de perdre son père, mais alors lui, pour sa part, il est ravi de cette perte parce qu'il ne s'est jamais entendu avec son père qu'il considérait vraiment comme étant un monstre qui lui a pourri non seulement toute son enfance mais également toute sa vie d'adulte. Donc en fait pour lui c'est un réel soulagement et il va devoir tout de même faire face à cet enterrement en compagnie de sa femme. Et Graham a la particularité de ne rien ressentir du tout, ou en tout cas de ne pas laisser libre cours à ses sentiments et à ses émotions. Alors j'ai été assez frappée, je dois dire, de découvrir un personnage tel que lui. C'est vrai que ce soit sa femme ou que ce soit lui, ils paraissent vraiment comme des personnages antipathiques au possible, mais évidemment on se rend rapidement compte que ce n'est qu'une façade, une carapace. Alors Lucie est un personnage qui me ressemble énormément au point de vue du caractère. Alors bon, bah peut-être pas son côté hippie baba cool, là on se ressemble pas du tout, ça ce n'est pas moi, mais en revanche le fait qu'elle a des émotions qui sont vraiment exacerbées, ça c'est tout à fait moi, c'est-à-dire que Lucie, tout comme moi, est un personnage qui pleure très souvent et qui vit les choses de manière beaucoup plus intense que la normale des gens. Absolument toutes les émotions vont être constamment exacerbées et croyez-moi que quand on est comme ça, c'est très très fatigant, que ce soit pour soi ou pour son entourage. En fait, c'est rien de plus, rien de moins que de l'hypersensibilité, je pense. Mais le fait de me retrouver comme ça en Lucie, ça m'a fait un petit choc, ça m'a fait me dire mais c'est moi en fait, c'est incroyable. Et je me suis sentie encore plus proche d'elle et plus proche de tout ce qui se passe dans cette histoire qui est évidemment un maelstrom incroyable d'émotions. Je peux vous dire que j'étais même pas à la page 100, que je pleurais déjà comme une madeleine. J'ai été vraiment marquée par le message que l'auteur souhaite faire passer dans son récit concernant la famille, c'est-à-dire qu'on a tous une famille biologique, une famille avec lesquelles on partage du sang et de l'ADN avec ses membres, mais que l'on n'a pas choisi, et même si on ne choisit pas sa famille, il nous est toujours possible de choisir une autre famille, ce qu'on appelle une famille de cœur, des personnes avec lesquelles on possède une belle affinité, une merveilleuse entente, qu'on aime du plus profond de notre cœur et qu'on choisit pour faire partie de notre famille. Donc oui, en résumé, c'est un beau coup de cœur. En même temps, il ne pouvait pas en être autrement tellement j'ai été bouleversée par cette histoire qui met la paternité à l'honneur, qui met la famille à l'honneur. Je suis triste vraiment de terminer cette série de tomes indépendants, mais ce qui est sûr c'est que je guetterai avec une grande attention les futures publications de l'auteur, tellement je ne veux pas passer à côté
parce que voilà, Brittany Cherry est devenue avec le temps et tout au long de cette année l'une de mes auteurs de romance contemporaine préférées. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si toutefois vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui ou si jamais ils vous intéressent. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et surtout un très bon réveillon et une belle journée de Noël en famille. J'espère que vous serez vraiment gâtés et que vous gâterez vos proches en retour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera également la dernière vidéo de cette année 2017. Ciao ciao!